Théoriquement, c'est bon. Voilà, oui, ça y est, je vois. Donc, j'ai interrogé autour de moi des salariés, bien sûr, et aussi des chefs d'entreprise. Et c'était intéressant leur retour. Globalement, les gens sont contents du télétravail parce que d'une part, ça évite les longs trajets, ça évite les bruits de l'open space, hein. Ça permet de mieux se concentrer sur les tâches de travail, les horaires peuvent être flexibles, il y a moins de saturation au travail en tout cas. Par contre, au niveau des perceptions, il y a quand même une partie de la population qui se sent isolée, qui a l'impression de devoir travailler tout le temps. La charge mentale des femmes tend à augmenter puisqu'elles doivent s'occuper des enfants en même temps que le télétravail. Certains se demandent finalement où est la séparation entre vie professionnelle et vie personnelle. D'autres déplorent le manque de lien. Comment discuter entre eux? Voilà, comment garder une humanité au travail finalement. Et un directeur de PME m'a dit que finalement, le télétravail pour lui n'avait pas, alors ça change bien sûr l'organisation du travail, mais en termes de productivité, bien ceux qui travaillaient bien travaillent toujours bien à la maison et ceux qui travaillaient mal au travail travaillent toujours mal au travail quand ils sont à la maison. Donc ça n'a pas changé de ce côté-là. Donc on passe à la diapositive 3. Donc déjà, si on a un télétravail, la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille. Parce qu'il y en a qui n'ont malheureusement pas cette chance. Et du coup, je vous ai préparé une petite diapositive que je présente régulièrement. C'est quoi le travail en fait? Parce qu'on a l'illusion de dire que si on commande un service ou un produit, ce qu'on appelle le travail prescrit, pour le faire, eh bien, on va réaliser son travail. Et plus on va être organisé, les bonnes personnes aux bonnes places, avec des procédures, des bons modes opératoires, on va être rentable et productif. Eh bien, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche le travail. Et cette partie-là, qui permet d'être validée bien souvent par les indicateurs, correspond en fait à 20-40% du temps de travail. Alors ça, je parle du travail quand on est sur site, hein, parce que ça n'a pas été mesuré à distance. Et donc, tout ce qu'on fait qui est implicite, qui correspond aux structures informelles, qui correspond au lien avec les gens, qui fait que on doit assurer le travail peut-être pour quelqu'un en amont avant de faire le sien, être en contact, refaire les modes opératoires, la façon, nos modes opératoires à nous, je veux dire, il y a un mode opératoire officiel, mais la façon dont on s'approprie le travail, tout ce qu'on sait, qu'on ne sait pas qu'on fait et qu'on sait d'ailleurs. Tout ce qui est relation, façon de travailler, ça s'appelle le réel du travail ou les structures informelles. Et ça correspond à 60-80% du temps. Il faut savoir que dans le cas d'un travail classique, en fait, plus il y a de procédures et plus il y a de structures formelles, plus il faut avoir aussi de structures informelles pour que les gens puissent débriefer sur le travail, sur la façon de faire, quand justement ça ne marche pas. Parce que si tout marche avec des procédures, il y a un temps qu'on aurait remplacé par des robots. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire pour certaines fonctions. Et tout ça, donc, une entreprise, ce n'est pas une somme d'individus ou une équipe, c'est un ensemble qui fonctionne en même temps. Donc, on fonctionne en réseau. On est tous en lien, on a quelqu'un en amont, en aval, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des partenaires, des clients, etc. C'est ça qui rend la tâche difficile. Donc, la diapo 4. Là, dans le cadre du télétravail, eh bien, en fait, les gens donc, travaillent chez eux. Et alors, quel est ce chez-soi qui n'a probablement pas été conçu pour télétravailler? Donc, est-ce que les gens ont un intérieur assez grand? Qu'est-ce qui se passe s'ils ont un partenaire qui télétravaille aussi? Bien souvent, ils peuvent avoir des enfants. Là, c'est le chat dans les pattes. Ça peut être aussi avoir des parents dont on doit s'occuper, ou des personnes qui sont malades. Donc, comment on s'organise avec tout ça? Et ce n'est pas parce qu'on télétravaille chez soi qu'il faut, qu'on va travailler en pyjama. Donc, la façon de s'organiser est primordiale. Et Agnès en a parlé, évidemment, le matériel. Donc, on passe à la diapo 4, la diapo suivante, 5. Quand vous voyez les abeilles dans une ruche, vous voyez qu'elles se frottent les pattes entre elles, en fait, et elles se touchent et elles vont chacune dans leurs petites alvéoles. Eh bien, nous, même si on ne se frotte pas les pattes physiquement avec nos collègues, en fait, on se voit, on se tient au courant, on s'observe, etc.
Et donc, la productivité globale, elle tient compte de la somme des productivités individuelles et de la façon qu'on a de mélanger, de mettre en harmonie toutes ces productivités pour réaliser un travail global. Donc, comme au bureau en télétravail, on va fixer nos objectifs, on va faire notre liste de tâches pour la journée et peut-être on se fera des points réguliers pour garder le cap. Donc, là où le manager peut intervenir, ou le salarié d'ailleurs doit alerter son manager s'il ne s'en sort pas, c'est oser demander de l'aide. Peut-être que c'est compliqué pour certains de rester sans avoir un cadre précis, quelqu'un avec qui parler sur comment fixer nos tâches dans la journée. Donc, ne pas hésiter à demander un point régulier et la régularité de ce point, excusez-moi, la régularité de ce point dépend de chaque personne. Donc, au manager aussi de s'intéresser fondamentalement, foncièrement à ce salarié-là, à chacun de ces salariés pour voir, en fonction de leur autonomie, justement, à partir de quand, ce qui est optimal ou pas, suivant les personnes, pour les contacter. Donc, la diapo suivante, quand on est à distance, eh bien, ce qui est perdu ou ce qui est très amoindri, c'est le lien social. Et donc, ce lien social, c'est celui qu'on trouve dans le réel du travail, dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspond à 60 à 80% du temps de travail. Donc, il est remplacé par Internet, il est remplacé par des messageries, etc. Mais ça ne remplace pas la vraie vie, ça ne remplace pas le fait que quand vous alliez à la machine à café, tout à coup, vous rencontrez quelqu'un en route et vous dites, tiens, finalement, j'ai ça, oui, toi, tu peux m'apporter une solution. Et puis, les fameuses discussions informelles où finalement, eh bien, on trouve des réponses, où on va partager sur nos pratiques de travail. Pourquoi c'est si important ce lien social? Donc la diapositive suivante, c'est que l'OMS elle-même donne comme définition de la santé, et ce depuis 1946, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, ce que je vous ai mis là comme visuel et qui est une image un peu modifiée mais qui est extraite du HeartMath Institute en Californie, ils ont modifié le champ du cœur et en fait on est tous en lien par le champ électromagnétique du cœur. Alors on est soumis au champ électromagnétique terrestre, mais il faut savoir que nous aussi on émet des ondes électromagnétiques et on interagit comme ça. Vous le savez, même si vous n'en avez pas conscience, parce que quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous dites par exemple, je le sens ou je ne le sens pas. Et bien ça se mesure. Alors les machines actuelles disent que ce champ électromagnétique du cœur pourrait rayonner jusqu'à 200 mètres, mais les personnes disent que probablement c'est lié à ce chiffre de 200 mètres qui paraît grand, en fait, n'est peut-être pas si grand que ça, parce qu'il est limité par la capacité des machines. Donc on est tous en interaction, sans arrêt, bien au-delà des mots. Alors, la diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne qualité de vie ou pas, en fait? C'est vous avez une situation de travail. Si celle-ci vous procure des émotions positives, vous êtes content de travailler, de contribuer, vous sentez utile, appartenir à un groupe, etc. Ça va vous produire des émotions positives, de la joie, de la gratitude. Du coup, en cascade, vous allez avoir des comportements positifs. Rappelez-vous que les émotions sont liées à des neuromédiateurs dans le corps. Et plus il y en a, plus vos facteurs de protection ou de ressources en termes de qualité de vie au travail sont importants. Si ce n'est pas le cas, ça alimente des émotions négatives, des comportements négatifs et des facteurs de risque ou de contrainte. Un travail dans lequel on se sent bien, c'est un travail dans lequel il y a plus d'émotions positives que d'émotions négatives. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vous êtes content de ce que vous avez fait. Le travail idéal n'existe pas. Il y a toujours des tâches qui ne nous plaisent pas qu'on est obligé de faire. Mais globalement, la balance doit être positive. Donc, on a vu, le télétravail permet d'éviter les longs trajets, de mieux se concentrer, etc. Mais d'une façon générale, tout travail est bon s'il est désiré. Donc, ce télétravail, il faut qu'il soit souhaité. Or, on a vu, avec la crise sanitaire, il n'est pas forcément souhaité. Donc, il est imposé. Donc, l'idée, c'est de voir comment le rendre le plus agréable possible, comment
comment faire en sorte que ça soit fluide. Donc, la diapositive suivante. Donc là, le manager a toute sa place. Parce que certains ont tendance à dire que le manager ne servirait plus à rien. Alors, si le manager, c'est en effet une courroie de transmission, comme j'ai entendu dire dans certaines interventions, qui ne fait que transférer des informations du bas vers le haut, ou du haut vers le bas d'ailleurs, en effet, il n'a pas d'utilité. Mais si le manager devient humain et prend sa place pour fluidifier le travail de la personne et de toute son équipe et aider à coordonner alors que les gens sont à distance, là, il prend toute sa place. Donc, c'est important, on a vu légalement, mais aussi physiologiquement, de fixer des horaires, donc de savoir quand on commence, quand on termine, d'avoir des pauses précises pour le déjeuner, pour le dîner pour ceux qui travaillent en décalé, de se ménager des temps de pause, surtout que là, on ne bouge plus en fait. Vous avez votre chambre, votre bureau, dans le meilleur des cas, et on n'a plus le temps de marche. Vous vous rappelez qu'il faut marcher 30 minutes par jour pour rester en bonne santé. Donc là, c'est capital de garder un minimum d'activité physique. Sinon, notre cerveau en pâtit si on n'a pas d'activité physique. Donc, comment s'organiser à la maison? Alors, jusque-là, au travail, on ne voulait pas trop savoir ce qui se passait à la maison. Eh bien là, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc, c'est important de savoir si vos salariés, ils ont des enfants, quel âge ont les enfants, comment ils s'organisent avec leurs partenaires, comment est le rythme. Tant que les enfants vont à l'école, ça va bien, mais si vous en avez 4 et que c'est l'école à faire à la maison et qu'en plus, il faut être au télétravail, celle à qui je pense se reconnaîtra là-dedans, ça devient compliqué. Vous avez aussi les temps de sommeil à respecter parce que là, pour le coup, cette maman qui est une DRH, il faut bien qu'elle gère et son organisation, son entreprise et sa famille nombreuse. Donc, il y a une tendance à glisser vers un temps de travail vers le soir et parfois même une hyperconnexion avec, suivant les cas, la culpabilité d'éventuellement remettre au lendemain ou au contraire de ne pas décrocher parce qu'il y a tellement de travail à faire qu'on n'arrive pas à le faire et que quid du temps de travail dans ces conditions où la vie privée, eh bien, elle est pleine de surprises. Imaginez un enfant malade, si vous avez des enfants en bas âge, ils peuvent vous appeler un peu n'importe comment. Donc, c'est compliqué. Et du côté de l'organisation, du côté des managers, eh bien, force est de constater que forcément, vous n'allez plus avoir besoin d'autant d'open space et que vous allez pouvoir en profiter pour réduire les loyers et tout ce qui va les à côté du salariat, peut-être les voitures de fonction. Alors, je ne sais pas, Agnès, tu nous diras peut-être plus par rapport à ça sur ce qui peut se faire. J'imagine que tout ça se fait dans le temps avec des négociations et en prévenant la personne. Donc, qui dit… alors, on va passer à la diapo suivante. Évidemment, donc la diapositive 10, la communication devient primordiale. Donc, jusque-là, on pouvait dire on va faire des notes de service, on va faire des mails. On se rend bien compte qu'avec le télétravail, ça n'est plus suffisant. D'ailleurs, communiquer, c'est mettre en commun. Donc, c'est bien au-delà que de diffuser de l'information. Et c'est quoi communiquer? En fait, c'est que l'individu devient plus intéressant, prépondérant par rapport à l'information transmise. OK, vous avez un message à transmettre, mais à qui vous le transmettez? Comment? Vous ne savez pas forcément comment la personne va réagir à distance. Donc, il y a tout un tas de nouvelles capacités à développer qui deviennent primordiales. Et le respect de l'autre devient… le respect de l'autre est prépondérant par rapport à l'intérêt personnel. Donc, dans cette communication, finalement, comme dans le management, on voit vite qu'il y a une orientation que le management prend qui est de se mettre au service de ses salariés, au service de ses partenaires, de mettre en commun, d'écouter, d'interagir, d'être en relation, de partager. Donc, finalement, ce télétravail qui semble déshumaniser le travail implique au contraire de se pencher sur c'est quoi une vraie relation de travail et quel est l'effort de communication à faire. Donc la diapositive suivante, je vous ai rappelé les différents langages de la communication. Il faut savoir que les mots
les MOTS, hein, comme je dis, c'est que 7% de la communication. Donc, si vous êtes sur chat ou si vous êtes sur un mail, vous avez juste perdu 93% de la communication. Si vous appelez les personnes avec qui vous êtes en interaction, vous avez récupéré 45% de la communication. Et de se voir, c'est les 55% de communication manquante. Donc, comme je dis en résumé, quand on s'envoie des SMS, on n'a que 7% de la communication. Et quand on voyait un film muet où il n'y avait pas le son, on avait quand même 55% de la communication. Donc, la diapositive suivante. Donc, comment on fait face à tout ça? On voit que se dessine tout ce qui crée les conditions de la confiance. Donc, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se vit au jour le jour et c'est étape après étape que les gens vont pouvoir faire confiance si le discours est homogène, congruent, fluide, facilitant, bienveillant, intègre, c'est-à-dire je dis ce que je fais ce que je dis, les gens sont le plus authentiques possible, l'éthique est respectée, donc l'éthique de la société, ok, de l'entreprise, du travail et de chaque personne, l'éthique et les valeurs. La loyauté, la bonne foi, comme disait Agnès. Donc, on voit qu'en télétravail, pour bien s'en sortir, nous devons aller vers un management bienveillant et harmonieux et qui donne du sens. Il faut que les salariés étant à distance, donc coupés quelque part du lien, comprennent dans quel système leur travail s'inclut. Quelles tâches ils font, avec qui ils vont travailler, quelle est leur utilité. On voit aussi qu'on doit absolument développer une façon de communiquer optimale. D'où la flambée des formations soft skills. Pourquoi? Parce que paradoxalement, comme vous êtes, alors vous n'allez pas pouvoir tout le temps faire des visios, forcément il y a des mails, forcément il y a des chats, forcément il y a des messageries instantanées, mais il faut pouvoir verbaliser ses émotions. Donc verbaliser ses émotions, verbaliser son ressenti, verbaliser ses pensées, il faut pouvoir les identifier. Et ça, je me suis rendu compte avec l'expérience que tout le monde n'y arrivait pas, parce que les émotions, souvent, ça se loge dans le corps et tout le monde ne sent pas son corps. Voilà. Et en plus, si par hasard on est malade ou on a des douleurs, on ne sent pas forcément au bon endroit. Donc, ça implique quoi? Ça implique que chacun doit pouvoir avoir l'autonomie de s'organiser en fonction de sa vie perso, de pouvoir oser dire et oser être et être entendu, d'avoir conscience de l'impact qu'il a sur les autres et que les autres ont comme impact sur nous, d'oser dire, d'oser être. Donc, de prendre la responsabilité de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre toute la responsabilité sur le salarié. Ça veut dire qu'en tant que manager, on prend la responsabilité de ses actes et de ses pensées et de ses écrits. Et on écoute aussi. Et de toute façon, la communication, c'est une interaction. Comme je dis toujours, on est 3 dans une communication à 2. Vous, moi et la communication ou la relation de travail. Et en fait, c'est la relation. Si la relation n'est pas fluide, il faut voir quelle est la part de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre fluide ce lien, en fait? C'est travailler sur le lien. Donc, évidemment, il faut cadrer. Évidemment, il faut poser des limites. J'ai envie de dire, il faut poser les limites dans les 2 sens. En termes d'horaire à respecter, OK, il faut respecter rappeler les heures de travail. Mais vous avez aussi cas vécu d'une de mes coachés en méga burn-out où son employeur lui a dit, écoute, je t'ai mis un ordinateur à disposition à domicile, donc tu dois pouvoir travailler à 23h si je te le demande. Et la personne n'a pas su dire non puisqu'elle m'a dit, je suis dans une branche qui licencie un maximum puisqu'il y a de moins en moins de postes, donc je fais ce qu'on me demande. Ça s'est terminé en psychiatrie pour elle. Donc ça, je ne crois pas que ça soit légal. Donc garder nos pauses, nos repas, prévenir. Donc en tant que salarié, on peut prévenir ses collègues que voilà, on va s'absenter, on va faire une pause, on va déjeuner de telle heure à telle heure.
L'objectif du manager, c'est quoi? Ou du directeur, c'est que toute son équipe tourne de façon globale. Donc, ce n'est pas qu'il y en ait un qui soit hyper connecté et qui fasse 10 fois le travail qu'il faut faire, et d'autres qui vont travailler à un rythme plus lent. C'est que l'ensemble avance. Sinon, le produit final ou le service ne pourra pas sortir de façon... Enfin, tous les éléments constitutifs ne seront pas produits en même temps. Alors évidemment, l'idée, c'est de laisser tomber tout ce qui est hyper-contrôle, parce que tout ce qui est hyper-contrôle, qu'est-ce que ça va générer? L'inverse de la confiance. Donc les gens vont commencer à se méfier, les gens vont commencer à cacher leur travail et cacher ce qu'ils pensent et cacher leur travail pour mieux le réaliser, hein, comme ça se passe bien souvent. Et là, ça ne sera pas récupérable par le management. Donc, je vais vous expliquer après comment on fait pour que les gens aient envie de travailler tout seuls, entre guillemets. Donc, il y en a qui... Donc, certaines personnes arrivent à travailler à distance si elles ont un environnement humain existant, mais quelqu'un qui est tout seul chez lui tout le temps face à son ordinateur, qui ne voit personne, qui ne voit plus de collègues, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça ne va pas aller physiologiquement et psychologiquement. Donc, d'une part, il faut restaurer des espaces de discussion à distance, mais surtout en présentiel. Donc, il y a des managers qui organisent 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, qui permet de faire le point, de dire peut-être les choses plus désagréables, plus difficiles à dire en face à face plutôt qu'à distance, et qui finalement, ces lieux se transforment en lieux de ressourcement où les gens peuvent de nouveau échanger sur les pratiques de travail, sur comment le travail change de toute façon, hein, par les temps qui courent. On sait que le télétravail va s'amplifier. Il n'y aura probablement pas de retour en arrière. Il y aura toujours des gens en télétravail, hein. Crise sanitaire ou pas crise sanitaire, parce qu'il y a quand même des avantages. Donc, comment développer une culture commune quand on est à distance? C'est en se voyant. Et puis tout ça à mettre en balance avec tout ce qui est obligation de sécurité et de résultats en santé des salariés. Rappelez-vous, la santé, c'est subjectif. C'est-à-dire que pour une même charge de travail, les uns vont souffrir, les autres vont au contraire se réaliser. Il y a des gens qui travaillent lentement et c'est OK, et il y a des gens qui travaillent vite et c'est OK aussi. Donc, à chacun d'être autonome, responsable et d'oser dire surtout, oser dire et surtout écouter. Donc, oui, du coup, Marinella, j'ai oublié de vous dire de passer à la diapo 13. Donc, ça, c'est celle qu'on vient de faire. Si vous pouvez passer à la diapo 13. Oui, bah écoutez, je sais pas. C'est la diapo suivante. Oui, c'est tout bêtement la diapo suivante qui ne passe pas. Bon, en tout cas, ça y est, c'est parfait. C'est celle qu'on vient de voir, en fait. Et la diapo d'après, donc il y a une étude scientifique qui a été faite à l'université de Berkeley en Californie sur l'épanouissement au travail. Et qu'est-ce qu'il en sort? Ils disent que pour avoir du bien-être au travail, il y a 4 grands critères. Le premier, c'est d'être connecté à sa raison d'être. Parce que la raison d'être, c'est le sens de notre vie. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient chercher au travail? En fait, on vient chercher des activités qui nous font grandir. Si ça nous fait grandir, ça veut dire que ça nous fait avancer, ça nous propulse dans nos chemins de vie à chacun, dans nos raisons d'être. On s'épanouit petit à petit. Le deuxième critère, c'est d'être connecté aux autres. On est en lien avec les autres. Parce que chacun travaille différemment et c'est ça qui fait la richesse. Une bonne équipe, c'est une équipe où justement il y a des personnes d'horizons différents pour avoir des points de vue différents et enrichir un point de vue commun. Le troisième critère, c'est d'être connecté à un monde plus grand que soi. C'est-à-dire, on veut se sentir utile, on veut se sentir contribuer au monde. Et là, par exemple, on voit que le télétravail, il y a une dimension nettement supérieure, c'est le changement du travail dans sa globalité. Donc, il y a tout un tas de personnes qui sont en train de réfléchir sur l'avenir du travail. Il y a un des grands dirigeants américains qui dit que d'ici 5 à 10 ans, il y aura plus de 50% des salariés dans le monde qui seront en télétravail. Et le quatrième point, c'est d'être généreux. Pourquoi être généreux? Parce que si on donne, si on sème, on récolte. Et vous le voyez quand vous tenez vos objectifs.
Si vous faites juste vos objectifs sans vous soucier de vos collègues, le jour où vous avez besoin d'eux pour tenir vos objectifs, ils ne vous répondront peut-être pas aussi bien et aussi vite, voire peut-être même pas du tout pour certains, que si vous avez répondu aussi à leurs demandes, quitte à retarder votre travail. Et ça, c'est sur 3 plans, individuel, entreprise et société. Donc pour moi, la santé et la qualité de vie au travail, en fait, ce sont des indicateurs d'une transformation réussie où tous ces critères sont respectés. Donc la raison d'être de l'entreprise, c'est la mission, la vision. Donc c'est expliqué, même si on a peu de vision long terme, une entreprise, elle a une raison d'être et je pense que c'est intéressant quand même d'expliquer ce qu'on veut faire dans le long terme, même si ça va être ajusté en fonction des aléas. Et les personnes qui sont connectées à leur raison d'être, en fait, eh bien, si vous voulez qu'elles travaillent, c'est là où elles vont travailler le mieux parce qu'elles vont être en joie, elles vont être en bonne santé, elles vont être créatives. S'il y a un bug ou s'il y a quelque chose à résoudre, elles vont trouver une solution, elles vont savoir qui appeler, etc. Donc, finalement, donc la diapositive suivante, Marinella. Si vous voulez des salariés qui travaillent tout seuls, qui soient productifs, en limitant votre contrôle, eh bien, c'est plutôt de s'intéresser à eux pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans leur travail. C'est quoi le sens de ce travail dans leur vie? En quoi ça va nourrir leur empowerment, leur employabilité, parce qu'ils vont être meilleurs. Alors, je sais bien qu'en tant qu'employeur, on n'a pas forcément envie que nos salariés partent, mais néanmoins, si la personne, elle se développe selon sa raison d'être, elle va travailler toute seule. Elle va même elle ne va pas s'arrêter de travailler, quoi, hein. Et donc, l'alignement avec la raison d'être, c'est la source de motivation intrinsèque pour la personne et de productivité pour l'employeur. D'ailleurs, quand on fait un burn-out, bien souvent, le burn-out, c'est parce qu'on a fait des tâches qui sont trop écartées de notre raison d'être. Donc, entre les soft skills et se pencher sur déjà votre raison d'être en tant que dirigeant, en tant que manager et ceux de vos salariés ou de vos partenaires, vous avez une source de progrès en termes de productivité énorme parce que cette partie-là correspond juste, rappelez-vous ma diapo du début, au réel du travail, donc aux 60 à 80% du temps de travail. Et donc, plus vous investissez sur mieux connaître les gens, savoir comment entrer en relation avec eux, plus vous allez avoir un retour sur investissement important. C'est être généreux aussi en tant qu'employeur. D'autant plus que ces bilans professionnels en accord selon la raison d'être peuvent être pris en charge par le compte personnel formation, par les OPCO, par le FNE. Et c'est un travail qui n'est pas si long que ça. Et à chaque fois, les gens se sentent valorisés dans ce qu'ils font à leurs yeux, aux yeux des autres, mais surtout à leurs yeux. Et ça, c'est le plus important, en fait, de retrouver qu'est-ce qu'on fait dans son travail qui nous fait du bien, qui nous fait grandir. Voilà. Diapositive finale. Donc, j'en ai fini. Je vous ai laissé mes coordonnées. Donc, j'ai 2 sites web. Celiax, donc, qui veut dire faire des liens et créer du sens au service de la santé et de la société, qui organise de formation. Et mon site catherinefrade.com où vous trouverez peut-être plus d'éléments sur ma façon de voir la vie, mes valeurs et comment j'accompagne les personnes et les entreprises en coaching individuel ou collectif. Je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour vos questions. Marinella, la dernière diapo peut-être. Alors, hop, si elle veut bien passer. Elle passe. Allez, hop, voilà. Ouais, merci, merci Catherine. Oui, allez-y Catherine. Je ne sais pas trop s'il y a des questions ou pas. Oui, alors moi j'en ai une. J'en ai pas sur le chat, mais moi j'en ai une. Quand effectivement je vous écoute et puis au regard des pratiques qui sont d'ailleurs les nôtres et qui sont celles des entreprises que l'on côtoie, il semble qu'en fait cette période de Covid révèle chez le manager, ou doit en tout cas révéler chez le manager, de nouvelles compétences et de nouvelles missions presque en termes de gestion d'équipe.
Alors c'est peut-être un moment, c'est sans doute un moment douloureux pour certains, un manager ou salarié, vous l'avez bien dit Catherine, mais c'est peut-être aussi le moment du questionnement sur le rôle du manager. L'outil, en fait, et cette crise nous a permis de nous interroger, enfin, permis aux managers de s'interroger sur leurs propres pratiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine, et si vous pouvez nous dire 2-3 mots là-dessus. Oui, parce que jusque-là, ça a toujours été très compliqué en fait, hein, je pense, d'être manager parce qu'on ne sait pas très bien où c'est. On est quelquefois pris en sandwich entre des ordres de la hiérarchie, des atteintes d'objectifs, etc. Et puis des salariés qu'il faut. Et puis vous pouvez avoir aussi plusieurs couches de management. Donc comment on fait? Vous avez en plus plusieurs types de managers, les hiérarchiques, les fonctionnels, etc. On s'aperçoit que finalement, plus il y a d'outils informatiques et plus on est loin, plus on est obligé d'être humain. Et je ne suis pas sûre que les gens s'étaient rendus compte de ça, en fait. Et pourquoi on doit être humain? Parce que déjà, on a la personne à distance, on ne sait pas comment elle va réagir, on ne sait pas comment elle va prendre les choses. On sait tous, je pense qu'on s'est tous pris les pieds dans le tapis avec des SMS ou des mails même, où il n'y a pas le ton. Tout simplement, il n'y a pas le ton. On croit faire une blague et puis ce n'est pas du tout vécu comme une blague. On parle tous a priori la même langue, mais on s'aperçoit qu'en fait, les mots ont une signification différente, une connotation, une perception différente pour les uns, pour les autres. Et c'est vrai qu'avec à distance, on est obligé d'être le plus fiable possible, c'est-à-dire que le plus juste, être à l'écoute même des silences, peut-être d'une non-réponse. Et donc, on est forcément obligé de se pencher sur comment on fonctionne, comment on est perçu. Des fois, il y a un gros décalage entre comment on est perçu, comment on fonctionne. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Alors, ça pouvait être compensé par du non-verbal. Alors, c'est vrai que déjà, même quand on se voit qu'on a le masque, moi, je fais des formations sur écoute des salariés en difficulté alors qu'on est tous masqués et que je parle essentiellement du non-verbal, je ne vous raconte pas, c'est déjà une souffrance pour le formateur et pour ceux qui assistent à la formation. Donc du coup, personnellement, je mets une visière transparente au moins qu'ils me voient. Mais on perd une grosse partie de l'information, donc on est obligé d'apprendre à verbaliser ce qu'on sent, ce qu'on capte, ce qu'on a entendu, obligé de reformuler, de prendre le temps de reformuler. Et ce qu'on ne va pas forcément faire, on va moins faire quand on est en face à face, parce que dans le flot de l'action, on va voir une attitude corporelle, on va peut-être plus se sentir, on est quand même derrière un écran, ça coupe la sensation. Donc en effet, moi j'ai bon espoir, je pense qu'on est obligé d'aller vers un management plus humain et plus fiable et plus clair, plus simple, si on veut avoir des salariés opérationnels. Si on a un management trop complexe, les gens vont juste être perdus, quoi. Et puis et si en plus on n'écoute pas ses salariés, au bout d'un moment, les salariés ne vont rien dire et il ne se passera plus rien, quoi. Très bien, merci Catherine. Alors, je vous fais part dans le chat, comme vous voyez, des remerciements qui vous sont adressés également. Et voilà, donc encore peut-être une question, une remarque. De ma Sinon, part, bravo à toutes les deux. Vous avez vraiment maîtrisé le temps de manière magistrale. j'aimerais bien, moi, avoir un petit point d'Agnès, si elle avait des choses à compléter par rapport à ce que j'ai dit au niveau du droit, s'il y a eu un impact dont elle n'a pas parlé. Non, je crois pas. Après, sur les pistes de réflexion euh, avec les échanges effectivement nécessaires, ça va de soi. Alors peut-être, non, c'est plutôt dans l'organisation où on parlait tout à l'heure de formalisation, etc. Où j'avais dit, c'est toujours nécessaire de formaliser, mais je pense que ça peut être bien d'instaurer, puisque j'avais dit l'intérêt aussi de ces mesures d'urgence, c'est que le CSE, etc., sont informés après coup, mais effectivement, peut-être de faire des points réguliers, sans que ça devienne trop une contrainte, mais de faire des points réguliers. On a ça c'est pour le CSSCT pour les plus grosses entreprises, mais peut-être quand même
de se dire une fois par mois, d'écouter les éventuelles remontées pour faire des ajustements de part et d'autre, si possible. De toute façon, il n'y a aucune obligation pour l'employeur, mais donc ça peut être bien justement de faire ça pour être à l'écoute et de faire des ajustements généraux, ce qui permettront aussi d'améliorer l'ambiance et l'humain, voilà, de le faire soit sous couvert du CSE, soit sous couvert tout court, ou de faire j'avais mis un peu dans un slide à un moment, de prévoir, par exemple, pour les salariés qui sont en isolement, peut-être prévoir, par exemple, une adresse email, contact RH, un truc comme ça, pour qu'ils puissent éventuellement remonter des, des éventuelles difficultés qu'ils pourraient rencontrer, pas forcément psychologue, mais dans la façon de gérer leur contrat, voilà, de gérer leur temps de travail en externe, ce qui permettrait des éventuels réajustements. Il y a aussi j'ai entendu aussi dans certaines sociétés, les gens, les salariés se réunissent ensemble sur le lieu de travail, mais sans le manager, ou ailleurs d'ailleurs, peut-être chez l'un ou chez l'autre, pour pouvoir se voir, quand même maintenir un minimum d'échanges. Et partager simplement, voilà, discuter sur le travail. Il faut savoir aussi, pour ceux qui ont lu La biologie des croyances de Bruce Lipton, le stress est une cause des maladies à 95-10%, ou je dirais 90 ou 95%, je n'ai plus le chiffre exact, mais il y a une cause supérieure au stress, en fait, à l'origine des maladies. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Eh bien, en fait, c'est l'isolement social. Donc, cet isolement social qui a pour visée de nous protéger d'un virus, en fait, est à l'origine de tout un tas d'autres maladies. Et voilà. Et c'est à chacun de s'observer, de sentir à partir de quand on va commencer à être morose, avoir la vie en gris. Il ne faut pas attendre d'être sous antidépresseurs pour stopper, pour aller se marcher dans la nature, faire bouger, faire un peu de sport, pourquoi pas danser dans sa cuisine 10 minutes, sauter. Voilà, il faut bouger parce qu'en fait, si nos fluides corporels ne bougent pas, d'abord on rumine dans sa tête et on ne fonctionne pas bien. Bouger, voir du monde, sortir autant qu'on peut. Merci Catherine, merci Agnès pour ces précisions. Donc on l'a bien compris, effectivement, on a un cadre légal, mais qui nous aide et qui nous permet effectivement d'organiser le télétravail, mais rien ne vaut effectivement de bien prendre en compte les considérants, les éventuelles difficultés pour des uns et des autres, pour écarter tout malentendu. Voilà. Merci à vous deux. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde le chat. A priori, c'est pas le cas. Écoutez, il est 11 h, donc c'est parfait. Je remercie encore une fois donc Agnès pour l'ensemble des précisions qu'elle nous a données sur le cadre réglementaire et légal. Merci Catherine pour vos recommandations précieuses. Je crois qu'on a tous effectivement à faire un effort de notre côté parce que effectivement cette période de crise et donc cet outil, ce nouvel outil télétravail va s'imposer et sans doute ne pas disparaître de sitôt. En tout cas, il va se généraliser et s'adapter aux organisations, aux différentes organisations. Voilà, donc je vous remercie à toutes d'avoir participé. Nous étions une vingtaine, donc autour non pas de la table mais de l'écran. Je remercie aussi les villes qui ont relayé cette information, en particulier aussi donc la ville de Levallois et la ville de Puteaux, qui ont vraiment œuvré pour développer la communication autour de cette matinée RH. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Merci Marie-Hélène. Au revoir Agnès. Au revoir Catherine. Très bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci François. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Jérémy. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir à tous.